As people connect, I will just introduce the seminar series in the center for those that join us for the first time today. So I'll be speaking in English, but it's a bilingual seminar, so don't worry about. You can always read it on the screen. So CLIMACT, the Center for Climate Impact and Action, is a joint EPFL and UNIL center, which aims to highlight climate research and raise ambitions on climate actions. It acts as an interface between science and society. And our climate seminar series, How to Move Forward and Act on Climate Change, is an interactive online event. It takes place twice a month, every second Monday, with 2 new speakers each time. The objective of each episode is to strengthen the dialogue and collaboration between key UNIL and EPFL scientists, Swiss politicians, entrepreneurs, and various actors from the civil society through collective reflection. So please keep at least your microphone off during the presentation. The seminars are recorded and will be posted online, other than the first one from Irina Oswald. To ask questions, you can write them in the chat, but we prefer if you raise your hand, and then you can ask questions in both French and English. And I'm happy to translate if needed. Comment construire l'économie circulaire? Alors, Benoît Varet, le cofondateur de Recommerce Group, président de la Fédération du réemploi et de la réparation, RCUB. Depuis une quinzaine d'années, Benoît est entrepreneur, dirigeant de société engagée dans le développement durable. Après avoir participé à la création en 2001 de la Fédération Équiterre, pionnier dans la vente en ligne de produits issus de filières du commerce équitable, a créé un bureau d'ingénierie en développement durable. Il dirige aujourd'hui RCUB, une société active dans le recyclage et le réemploi d'équipements électroniques reconditionnés. Merci Benoît d'être avec nous. Je te laisse partager ton écran. Oui, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, Nicolas. Merci et enchanté à tous les scientifiques. Et je suis ravi de parler dans cette magnifique enceinte interculturelle et surtout justement qui comprend beaucoup de parties prenantes, dont les chercheurs. Je suis très attaché dans mon histoire personnelle à travailler avec des chercheurs. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à créer ma première société grâce à un laboratoire de recherche porté par l'Institut Mines Télécom en France, travaillait sur l'analyse de l'empreinte environnementale du numérique en 2005. Et on a écrit un livre avec Fabrice Flippot que je salue, mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais grand chercheur sur les métiers justement du numérique responsable. Et donc, je suis très attaché personnellement à créer des passerelles entre la recherche, les collectivités territoriales, les associations et bien sûr les entreprises, PME, start-up et grands groupes comme Apple, que je salue. Et bravo Irina et merci pour ces éléments. Donc aujourd'hui, effectivement, on m'a demandé de redonner un peu de contexte aux enjeux et puis aussi de vous partager notre vision à nous, entrepreneurs, de comment construire une économie circulaire impactante et qui va surtout révolutionner nos modes de consommation et puis nos modes de production et notre manière de voir les choses. Donc, je vais effectivement parler à 2 casquettes, avec deux casquettes, voire je rajouterai une 3e casquette, Nicolas, que tu n'as pas citée, c'est la casquette EUREFAS. EUREFAS, c'est l'association européenne du reconditionnement que l'on a créée il y a 8 mois maintenant, dont je suis secrétaire général. Et c'est une association qui regroupe plus d'une vingtaine d'acteurs européens présents en Espagne, en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas. On est présent, donc on a un bureau à Bruxelles avec l'objectif de faire justement, entre guillemets, du lobbying au niveau européen. Donc c'est EUREFAS. Donc je vais avoir la casquette effectivement de Recommerce Group en tant qu'entrepreneur, en tant que surtout président de la Fédération du réemploi et de la réparation, et puis aussi, bien sûr, cette casquette européenne sur laquelle je finirai ma présentation. Avant tout, notre constat, c'est qu'on doit lutter contre le réchauffement climatique. Et pour cela, on sait que c'est 80% de notre impact environnemental vient de la production d'un produit manufacturé. Donc, on sait que quand on consomme quelque chose, le plus important de notre impact, c'est au moment où on produit les matières premières primaires, où on va les ponctionner, on va les assembler, on va transformer ces matières premières en un produit. Et donc, de manière générale et philosophique,
le constat dans toutes les analyses de cycle de vie, c'est vraiment au niveau de la production de produits manufacturés qu'on va avoir un impact. Ensuite, on sait que dans la partie digitale, justement, on le retrouve, c'est quand même la production de produits manufacturés, de hardware, donc le smartphone, le device, de manière générale, qui va être le plus impactant. Et donc, c'est aussi pour ça que j'en ai fait, en tant qu'entrepreneur, mon leitmotiv de réduire cet impact. Ensuite, le deuxième constat qui est assez grave, c'est qu'on n'a que 90% des produits, on a 90% des produits qui ne seraient pas recyclés ni reconditionnés actuellement. Ce qui est une catastrophe écologique, une catastrophe sociale, une catastrophe économique, de se dire le nombre d'équipements qui dorment dans un tiroir, dans un placard, alors qu'ils pourraient être réparés, reconditionnés, revendus ou recyclés, comme on l'a vu, pour refaire des métaux et refaire ce qu'on appelle des métaux secondaires. Et le troisième point, c'est que sur le sujet qui nous concerne plus aujourd'hui, avec l'exemple, c'est les smartphones. Il y a plus d'1 milliard de téléphones qui dormiraient dans les tiroirs. Ça, Nicolas le connaît très bien puisqu'il a travaillé avec nous sur une étude européenne et une étude française sur que deviennent les téléphones dans les tiroirs en France. Et l'étude, pour dire un petit mot, Nicolas, mais tu compléteras, c'est qu'entre 100 à 120 millions de téléphones dormiraient dans les tiroirs en France. Et ça, c'est qu'à l'échelle française. C'est la seule étude qui existe vraiment au niveau européen. Mais si on allait au niveau mondial, on serait surpris du nombre d'équipements qui sont inutilisés. L'autre point important, d'un point de vue analyse du contexte, c'est que nous sommes dans une étape où nous devons faire une révolution circulaire. Nous devons repenser l'économie. Nous devons avoir une économie qui permette de faire circuler les produits beaucoup plus rapidement et arrêter le stockage de produits qui va à l'encontre de toute activité économique et responsable. Les 4 grands axes qui peuvent permettre de faire cette révolution circulaire, c'est d'abord le fait que les consommateurs souhaitent acheter des produits qui sont responsables. On le voit, si Apple a cet engagement-là, si les réglementations évoluent, si tous les acteurs importants des industriels et économiques bougent, c'est parce que aussi la consommation, les consommateurs attendent des produits responsables. Tu l'as cité très justement, en 2004, j'avais monté Équiterre qui vendait des produits de commerce équitable. On vendait par Internet des chaussures équitables, des t-shirts, du chocolat, du café, et c'était le début. Maintenant, on se rend compte que c'est 60% à 70% des consommateurs européens qui achètent régulièrement des produits labellisés, commerce équitable, des produits labellisés agriculture biologique. Les consommateurs attendent, et on fait des études chez Recommerce tous les ans, des études avec l'Institut Kantar sur qu'est-ce que attendent les consommateurs. Et les consommateurs, la première motivation pour acheter un produit, c'est l'impact environnemental. Et on le voit sur l'étude Kantar. Pourquoi les gens vont acheter d'ailleurs un produit reconditionné? C'est parce qu'ils veulent avoir un impact positif pour l'environnement. Le deuxième moteur de cette révolution circulaire, c'est bien sûr la réglementation. C'est le cadre législatif qui permet à tout acteur économique, à tout acteur d'un pays, d'un territoire, de respecter les mêmes règles. Et on voit au niveau de l'Union européenne, avec le Green Deal, le Green Deal est un moteur très fort de faire changer les modes de consommation, les modes de fabrication, de lutter contre les pratiques déloyales, d'éviter effectivement des déchets, la destruction de produits. Avec la loi AGEC, maintenant en France, et très bientôt, on espère, en Union européenne, on ne pourra plus détruire un produit encore fonctionnel. Et là, on se dit, c'est que maintenant qu'on prend une décision comme ça, mais à partir du 1er janvier, ça va être puni par la loi de détruire un produit qui peut être réparé. Et ça, on est très fiers en France et on est très fiers, nous, en tant que Fédération du réemploi et de la réparation, d'avoir fait inscrire ça dans la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire en France. Et on espère que ce soit la même chose en France et dans le monde entier. On interdise de détruire des produits invendus, des produits qui peuvent encore être utilisés. On l'a vu, on espère que l'Union européenne maintiendra son engagement d'investir pour une transition écologique et d'aller vers justement un Green Deal à l'échelle européenne où on va
obliger la réparation, obliger à tester les produits avant de les détruire. Les deux derniers moteurs de cette économie, de cette révolution circulaire, c'est bien sûr les opportunités business. C'est bien sûr de l'innovation. C'est bien sûr de transformer cette crise du réchauffement climatique, cette crise des ressources, en opportunité de créer de nouvelles solutions. Et on le voit avec les robots que Apple développe, on le voit avec nous, nos acteurs de la réparation. On va essayer de trouver les manières de réparer le plus facilement, le plus rapidement possible avec les ressources disponibles ou des modèles de location dans une optique d'économie de la fonctionnalité. Donc, il y a énormément d'opportunités business et on espère que l'innovation, les startups, les dynamiques de partenariat vont permettre de repenser aussi les modèles économiques. Et puis, le dernier point, qui est le plus complexe, c'est ce que vous faites aussi aujourd'hui, c'est ce que vous faites tous, j'imagine, dans vos vies, c'est de sensibiliser, c'est de former, c'est de transmettre et d'avoir la jeunesse qui est formée avec des ingénieurs qui vont apprendre à faire l'éco-conception, apprendre à faire de l'éco-coding. Et on sait que c'est avec la jeunesse qui va permettre ce changement de paradigme sociétal. Pour revenir aussi, alors ce n'était pas prévu, Irina, mes excuses, et je serai à votre disposition pour échanger avec vous d'ailleurs sur cette analyse-là, mais ça va permettre de donner un autre point de vue ou un point de vue complémentaire de ce qui a été présenté par Irina et Apple. Nous avons fait une étude du côté e-commerce sur la différence entre un produit neuf et un produit reconditionné. Alors, on a pris un iPhone 7. Le chiffre là des 56 kg de CO2 émis pour la production d'un iPhone 7, la source est de Apple, du rapport environnemental de Apple. Et nous avons pris, nous, la moyenne aussi de nos produits reconditionnés chez e-commerce, en sachant qu'on ne va pas reconditionner que de l'Apple, on reconditionne aussi du Samsung, du Huawei, de l'Oppo et d'autres types d'équipements. On voit que sur le neuf, comme l'a très justement dit tout à l'heure Irina, 78% vient de la production des produits. C'est la production de matières premières primaires, la fabrication, les pièces détachées, etc. Nous, on se rend compte que quand on reconditionne un produit, on va réparer certains écrans, on va rajouter, on va modifier une batterie, changer un écran, changer une pièce détachée, que sur une échelle de 11% sur notre impact. Notre impact à nous, au niveau du reconditionnement, c'est vraiment le transport. Parce que nos produits vont être rachetés à un particulier, vont être transportés jusqu'à un centre logistique, une usine de test, une usine de réparation, une usine de nettoyage reconditionnement. Et ensuite, on va lui mettre quelques pièces détachées, mais pas systématiquement. Et on va surtout tester le produit. Et ensuite, on se rend compte que l'usage du consommateur est important. Et donc, on se rend compte que nous, on va émettre que 9 kg de CO2 quand on va reconditionner un produit comparé à 56 kg. On peut voir que reconditionner un produit permet d'éviter 40 kg, permet d'éviter entre 47 kg de CO2. Et donc, choisir entre un produit neuf et un produit reconditionné, pour l'impact, ce n'est pas le même. Donc, on parle souvent de 40 kg. Et d'ailleurs, Nicolas, pour information, on est en train de finaliser une étude avec vos confrères en France qui va permettre de remettre ces éléments-là, d'ailleurs, de manière beaucoup plus statistique, avec une douzaine de reconditionneurs qui ont alimenté pour comparer les 9 kg ici et avoir une vraie analyse du cycle de vie. Donc, le rapport sera disponible décembre-janvier par l'Agence de l'environnement. On est en train de finaliser le rapport. L'autre indicateur qu'on aime bien prendre, avant de vous présenter d'ailleurs les manières d'agir, c'est les matières premières primaires. On adore parler du sac à dos écologique. J'aime beaucoup le concept de sac à dos écologique qui est écologie chez Rucksack de l'université allemande de, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui a théorisé que chaque produit comporte énormément d'effets secondaires, de l'énergie grise qui a été incorporée. Pour fabriquer un produit, un smartphone, en moyenne, neuf, il faut à peu près 44 kg de matières premières pour fabriquer un produit de 200 grammes en moyenne. De l'autre côté, on a fait l'analyse ici, on est plutôt à entre 4 et 10 kg de matières premières qui vont être nécessaires. C'est souvent les pièces détachées. Donc, on se rend compte que pareil, reconditionner un produit, acheter un produit reconditionné,
permet d'éviter de ponctionner des nouvelles matières premières primées. C'est une autre manière d'exprimer les choses. Le CO2 en est une, mais on aime bien parler après de choses concrètes, surtout avec le poids et le sac à dos écologique. Et pour nous, une notion d'ailleurs pas assez développée d'un point de vue scientifique. Je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir. Et on a besoin, je pense, d'analyses des scientifiques pour remettre sur la table cette notion de sac à dos écologique. Ce que je ne vous ai pas trop présenté, voilà, c'est qui nous sommes. D'abord, Recommerce est venu de ce constat-là, de se dire on doit réduire nos consommations de matières premières primaires. Nous avons, en tant qu'ingénieurs télécom, nous avons la responsabilité de faire que les équipements télécom, les équipements du numérique, soient le plus responsables possible. D'où le fait d'avoir créé Recommerce en 2009, avec cette vocation, cette vision-là, de dire, on veut que les commerçants deviennent des recommerçants. Pour nous, un commerçant responsable, c'est un commerçant qui va racheter un produit usagé, qui va permettre de réparer le produit, qui va revendre un produit reconditionné. D'où la vision de Recommerce qui était de créer cette plateforme pour permettre à un commerçant de devenir un recommerçant. Et ensuite, l'objectif, bien sûr, il est environnemental. Il est d'avoir un impact positif pour l'environnement et de prolonger la durée de vie des produits. Et puis, le troisième objectif, c'était aussi, ça reste, de rendre accessible à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf, d'acheter un produit reconditionné, un produit d'occasion garanti. Donc, on travaille avec des opérateurs télécoms, des distributeurs, des acteurs full online, les grands acteurs connus en ligne, des grands acteurs opérateurs télécoms comme Bouygues Télécom, Orange, SFR, Cdiscount, Amazon. On va travailler aussi avec des constructeurs pour aider à développer les services de reprise, les services de reconditionnement et les solutions de revente. Donc, on reconditionne en moyenne plus de 600 000 produits par an. Nous avons plus de 400 partenaires professionnels, parce qu'on travaille beaucoup en B2B2C. On fait beaucoup d'activités de rachat de produits usagés auprès des clients particuliers. Dans beaucoup de pays européens, on est surtout un acteur européen. On est plus de 120 salariés présents dans 8 pays, avec des bureaux dans 8 pays, puisqu'on travaille dans plus de 20 pays. Et puis, on est fiers d'avoir bouclé cet exercice de 100 millions d'euros. Quand on sait qu'en 2009, quand on a commencé, on était à 40 000 euros. Et on est encore en développement. On vient d'ouvrir l'Allemagne cette année. Et on a encore beaucoup de projets pour continuer à accompagner de nombreuses sociétés, de nombreux acteurs à faire plus de circulaires. On est très attaché à la qualité des produits. On est très attaché à cette qualité en étant certifié ISO 9001, 14001, c'est-à-dire accepté d'être audité par des cabinets externes. On est très attaché à l'auto-certification, à l'auto-contrôle en faisant des audits internes pour améliorer de manière continue nos processus. Nous sommes très attachés aussi à créer un label reconditionné, ce qui n'existe pas encore dans le monde, pour que chaque acteur du reconditionnement respecte le même cahier des charges. Et puis, voilà, on travaille sur des labellisations type EcoVadis avec des acteurs et on est audité par des acteurs comme DEKRA pour construire d'ailleurs un peu le contrôle technique des équipements électroniques. On a aussi un engagement fort à reverser de l'argent aux consommateurs. On a versé plus de 170 millions d'euros à des consommateurs finaux pour permettre d'acheter d'autres types d'équipements, des accessoires, du service. Et on sait que quand on va racheter un smartphone 100 euros, le consommateur va quasiment racheter pour 150 euros de service, de la data, du forfait, des accessoires pour protéger son téléphone, etc. Et on est très attaché aussi à reverser de l'argent à des associations. M'excuse, Benoît, oui, le temps avance, donc juste pas oublier le temps de discussion, s'il te plaît. Oui, pardon. Juste 3 minutes pour conclure. Et c'est un message passé aussi à tous vos membres et puis à l'échelle européenne. On souhaite déjà construire une Europe forte qui permette d'assurer une qualité du reconditionnement et de créer ce qu'on appelle, nous, un Device Refurbishment Act, comme il existe le DSA et le DMA. Et notre Device Refurbishment Act, notre DRA, aurait pour but de développer l'accès à des pièces détachées génériques. Donc ça, c'est porté par notre
association européenne Eurefas, cette prise de position politique dont je fais le relais ici. Et donc, pour construire cette économie circulaire, il faut créer cet acte, ce Device Refurbishment Act, pour permettre l'accès à des pièces détachées moins chères, puisque ce qui ralentit la réparation de reconditionnement, c'est le coût de la pièce détachée. Il fait que réparer un produit peut coûter plus cher que d'acheter un produit neuf. Donc, on demande l'accès à des pièces détachées moins chères de qualité, comme le médicament générique. On veut des pièces détachées génériques. On veut travailler justement sur des définitions et le respect d'un cadre réglementaire strict pour tout acteur qui travaille en France et en Europe, avec des barrières à l'entrée pour assurer un respect de la réglementation par tout acteur qui vend en France et en Europe des produits reconditionnés, pour éviter tout dumping social, dumping fiscal européen. Et bien sûr, on insiste pour qu'en B2B, que ce soit les achats publics ou les grandes entreprises, qu'ils achètent de plus en plus de produits reconditionnés et qu'ils remettent aussi leurs produits usagés à des acteurs du reconditionnement pour avoir accès à des produits usagés et accès à des nouveaux clients comme les grands comptes entreprises ou des administrations qui vont acheter de plus en plus de produits reconditionnés. Et en fait, pour conclure vraiment, je suis désolé, c'est vrai, j'avais oublié ce slide, c'est qu'on veut aussi que ça fasse tache d'huile, que ce ne soit pas que sur le téléphone. Et on a développé Circularix qui a pour but de faire ça avec n'importe quel produit, de racheter un produit, une cafetière, une machine à laver, une perceuse, de valoriser un produit usagé, de le reconditionner, de le revendre, aussi simplement que vous achetez un produit. Actuellement, on se constate que si vous voulez revendre votre tondeuse ou votre machine à laver, c'est très compliqué de connaître le juste prix. Avec Circularix, on est en train de déployer une plateforme pour permettre à n'importe qui de revendre n'importe quoi au juste prix. Voilà, mon cher Nicolas, ce que je pouvais dire ce matin et je suis à votre disposition pour toute question.